Bonjour et bienvenue dans le 18e épisode du podcast AWS en français. Pour ce 18e épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Romaric Philogène, qui est cofondeur de Covery. Romaric, merci d'être là. Covery, c'est quoi ? Bonjour à Sébastien, merci de me recevoir. Covery est un container as a service pour les développeurs, une solution qui permet aux développeurs de déployer leurs applications dans le cloud et notamment chez AWS de manière extrêmement simple, sans avoir à gérer toute la partie infrastructure. Donc ça s'adresse, Covery s'adresse aux développeurs. Je suis un développeur, je développe mon application, j'ai mes Docker, j'ai ma base de données, et puis je voudrais déployer ça sur AWS. Et c'est vrai que moi je parle souvent aux développeurs dans des conférences et autres, et ils me disent c'est trop compliqué, il y a presque 180 services, où est-ce que je commence ? Et c'est là que tu rentres en scène ? Exactement, oui, tout à fait. Nous, on a vocation à proposer les services en fait des différents cloud providers et notamment AWS de manière extrêmement simple, sans avoir à, en tant que développeur, sortir son environnement de travail qui est aujourd'hui un système de versionning, un IDE, un langage, un framework, et ça de manière extrêmement simple. Donc tous les services en fait auxquels on a besoin d'accéder en tant que développeur, une base de données, un DNS, un service en ligne quelconque, est accessible à travers Covery et AWS. Donc, si je suis développeur, plutôt que d'aller sur awsamazon.com, je vais sur covery.com et je définis mon application là, et c'est toi qui vas la déployer pour moi sur AWS. Ouais. C'est ça ? Tout à fait, tout à fait. On abstrait totalement la partie AWS, c'est-à-dire que on a une CLI en tant que développeur à télécharger, donc qui est accessible à travers des package managers, Brew Install par exemple sur Mac, Covery. Et à partir de ce moment-là, un Covery hôte, et hop, on accède immédiatement au service sans avoir à gérer quel que soit... Absolument rien. Donc, ouais. Covery hôte, c'est pour m'authentifier auprès de chez vous, donc juste être redirigé sur la page de login. Et donc, qu'est-ce que je dois faire en plus ? Si j'ai mes Dockerfiles, je suppose que je dois décrire d'une façon ou d'une autre les dépendances entre mes containers. Oui, tout à fait. Donc... une fois qu'on a créé son projet en tant que développeur, généralement, avec Covery, on se place à la racine de son projet, on tape Covery init, on lui pose en fait un certain nombre de questions qui sont relativement simples. Est-ce qu'on a besoin d'une base de données ? Est-ce qu'on a besoin que le service soit exposé sur le web ? À partir de ces réponses-là, on va constituer un fichier .covery.yaml que l'on va déposer à la racine, qui sera juste un fichier déclaratif des dépendances nécessaires pour pouvoir accéder à son service en ligne. D'accord. Et à partir de là, je vous donne ce fichier-là, c'est intégré à mon workflow Git, je suppose, je fais un Git push et il y a une chaîne de CI/CD qui déploie un environnement de votre côté. Oui, tout à fait. Donc un Git commit, on ajoute le fichier, on le commit, on le push sur le VCS de son choix, on est intégré à GitHub, GitLab, Bitbucket. À partir de ce moment-là, en fait, le service Covery va intercepter l'information d'un nouveau push. On va regarder à partir de ce projet s'il y a un .covery.yaml et un Dockerfile, et là on va pouvoir compiler et déployer l'application et provisionner les services nécessaires. D'accord. Et donc en tant que développeur, je n'ai pas à connaître les bases de données RDS sur Amazon ou les instances EC2, etc. Tout à fait. C'est vous qui vous chargez tout. Donc, si on regarde sous le capot, ça marche comment ? Parce que tu as dû développer, Covery a dû développer une API et la ligne de commande interagit avec cette API-là. Et puis il y a la partie data où fonctionnent les Docker des clients. Donc c'est quoi ton architecture en dessous ? Oui, tout à fait. On a une partie API qui récupère... donc on a une partie API, une partie orchestration. La partie API va récupérer le signal provenant d'IVCS Provider. On va récupérer aussi le fichier .covery.yaml et le Dockerfile. On va faire quelques checks dessus. Puis on va retransformer l'information et l'envoyer en fait à cette partie orchestration qui s'appuie sur les services d'AWS pour pouvoir provisionner les différents éléments. Donc derrière, on a notamment en système d'orchestration une technologie que la plupart des gens connaissent relativement bien aujourd'hui qui s'appelle Kubernetes. Et en manager de base de données, on utilise tous les services AWS. D'accord. Et donc, en tant que développeur, je peux aussi choisir mon type de base de données. Ça peut être du relationnel, du non relationnel. Vous allez créer ces services managés par AWS au nom du développeur. Tout à fait. On abstrait même les noms d'AWS qui ne sont pas forcément connus de la part des développeurs. Ils ont l'habitude d'utiliser du Postgre,
du MySQL, du MongoDB, Cassandra. Voilà, du Cassandra pour les plus initiés, ce genre de technologies qui vont pouvoir déclarer dans le fichier. Donc ça se fait vraiment de manière simple. La version, il la sélectionne et derrière, en fait, on gère toute cette partie orchestration sur AWS. Et si moi je suis développeur, j'ai entendu parler d'un truc super cool chez AWS qui s'appelle DynamoDB, c'est possible aussi ou... Ouais, tout à fait. On a vocation, les services AWS pour le coup, et là j'essaie de pas trop lancer de fleurs, mais tout de même sont relativement de bonne qualité. Il y a des demandes en fait de la part des développeurs en termes d'utilisation. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir répondre à leurs demandes sans avoir ces connaissances en termes d'infrastructure? C'est là où Covery, on a un rôle réellement à jouer en termes d'intermédiaire, faciliter en fait l'utilisation de services AWS à travers notre plateforme. Et ça fait quelques mois au moins que vous êtes en train de développer l'API de Covery et le système, l'infrastructure. Et donc ça, c'est une expérience qui m'intéresse aussi. Tu es un développeur AWS pour pouvoir construire le service que tu veux offrir aux autres développeurs. Quel est ton retour d'expérience sur l'utilisation de ces services pour construire un produit? Donc dans cet angle, je suis entrepreneur et je construis un produit basé sur AWS. Oui, alors nous on cherchait pourquoi on s'est orienté au final. La question c'est un petit peu pourquoi est-ce qu'on s'est orienté auprès d'AWS plutôt que d'un autre. Nous en tant qu'entrepreneurs, on avait besoin de s'appuyer sur des solutions qui sont relativement éprouvées par rapport à la typologie de clients aujourd'hui que l'on cible. Ce qui nous a fait tilt tout de suite, c'est notamment en fait la qualité de service derrière AWS. On a cette partie aussi qui est hyper importante par rapport à notre activité. Dès lors qu'on parle d'infrastructure, on a besoin d'avoir en fait un certain niveau de support et c'est là où, pour nous, c'était juste un no-brainer de partir sur du AWS. Ça rassure aussi les clients pour vous de dire ok, on va déployer, mais c'est sur AWS, parce que je connais d'autres plateformes qui offrent des services relativement similaires. En tout cas, moi, je les mets dans la même case de services pour les développeurs qui facilitent le déploiement. Je viens avec mes containers et je déploie, mais eux, ils déploient soit dans un cloud, soit dans un cloud privé chez eux. Le fait que vous soyez brandé, ou vous dites tiens, je déploie sur AWS, c'est un facilitateur commercial pour vous? Oui, complètement. En fait, on n'est pas spécialement connu. Covery, on est encore une petite start-up en croissance. On recrute pas mal et on a été accéléré notamment par le Techstar. Donc, petit coucou pour le Techstar. Nous, en fait, on a beaucoup joué la carte AWS par rapport aux partenaires que l'on cible, aux clients. Ça nous a apporté une certaine crédibilité parce qu'ils savent que les services qui sont derrière, notamment pour les bases de données, dès lors que c'est des données, c'est relativement critique. Les perdre, c'est catastrophique. En fait, avoir cette garantie-là en termes de sécurité, c'était juste indispensable pour démarrer notre activité. D'accord. Ouais. Tu as vous utilisez plein de services AWS et vous les poussez parfois un peu aux limites. S'il y a des trucs à changer chez AWS, ça serait quoi? Ouais, alors effectivement, alors la petite question, c'est vrai que nous, on exploite quand même pas mal les limites de AWS, donc on interagit quand même pas mal avec le support qui est relativement réactif, et ça, c'est vraiment quelque chose d'assez appréciable. On a pas mal besoin de repousser certaines limites. Dernièrement, c'était sur les load balancers. On ne pouvait pas en initier suffisamment, mais ça a été relevé en moins de 12 heures. Donc le support, c'est une des qualités que tu vois dans la relation que tu as avec AWS, le fait d'avoir des gens 24 sur 24, 7 jours sur 7 qui peuvent répondre aux problèmes. Quels sont les challenges que tu as eu techniques en développant le produit Covery? T'es parti d'un tableau blanc, je suppose, de plein d'idées, et puis il a fallu s'y mettre. Oui, alors on connaît assez bien ce métier-là. On a pas mal d'expérience sur Kubernetes. Maintenant, les limites, là où on a eu pas mal d'interrogations, c'est notamment la manière dont ça fonctionne chez AWS. Donc on a dû potasser pas mal de docs, voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. C'est assez bien fourni, on y arrive, ça prend du temps, mais on y arrive. Donc on est assez serein par rapport à ça. Faut juste continuer à itérer pour pouvoir voir jusqu'où on va pouvoir aller. Et ta raison d'être, c'est vraiment de simplifier l'expérience développeur le plus possible. Donc d'itérer sur les différentes étapes, sur la complexité de l'expression des relations, sur la rapidité de développement, de déploiement. Le monitoring également. Alors le monitoring, on s'appuie encore une fois sur ce qui existe. Aujourd'hui, on fournit un minimum à partir notamment on utilise donc les services Elasticsearch Manager pour pouvoir récupérer les logs
EKS directement, donc on utilise Fluent pour pouvoir pousser les logs directement sur un Elasticsearch managé chez AWS. À partir de ce moment-là, on est capable de retourner les informations de manière agrégée à nos utilisateurs, mais voilà, on est là pour faciliter après le reste en termes d'usage, d'expérience des développeurs et donner accès à tous ces services de manière extrêmement simple. Alors, je suis toujours curieux des technologies que vous utilisez pour développer le service lui-même. Ouais. Donc là, je ne parle pas des technologies que les clients vont utiliser sur Covery. En préparant cet entretien, j'ai vu du Kotlin sur ton écran. Ouais. Donc, ton API, elle est développée en Kotlin? Oui, on utilise Kotlin. Alors, moi, j'ai pas mal d'expérience dessus depuis la 1.0. Donc, j'en avais fait sur Android. Et j'ai en même temps, je devais réécrire un back-end à l'époque. Donc, ça fait pas mal d'années en Kotlin. Et depuis, j'adore ce langage, c'est à la fois un mélange entre du Groovy, du Scala et du Java, donc tous les bons côtés de ces langages-là, ce qui donne pas mal de souplesse. Derrière, on a une stack en Spring aussi, mais on utilise aussi du Go, enfin pas mal de choses, du Python pour la partie orchestration. Donc des choses relativement classiques, assez nouvelles et assez éprouvées, complètement. Et tout ça, c'est déployé dans des containers également. Votre API, votre back-end, tout à fait. Ça tourne sur du Kubernetes, AWS. Okay. On a un Kubernetes, notamment, ça c'est pour la partie client, mais par région. Donc on abstrait aussi cette partie-là, c'est-à-dire que vous êtes utilisateur du service Covery à travers AWS. Enfin, le but, c'est réellement de pouvoir permettre de déployer les services le plus proches de ses clients pour les développeurs et que ça soit extrêmement simple. Donc on abstrait aussi toute cette oui, donc ça c'est intéressant. C'est-à-dire qu'en tant que développeur, si je choisis Covery, je peux déployer en multi-région également. Simplement à partir de la définition du YAML, il y a quoi, la liste des régions où je veux déployer? Oui, tout à fait. Dans le init, en fait, on propose juste les régions qui sont accessibles. Donc aujourd'hui, on en propose Paris, puisqu'on est toujours en bêta. Mais à terme, en fait, on donnera accès à l'ensemble des régions. Dès lors qu'il y a un Kubernetes qui tourne dans la région. Oui, si EKS est disponible, et les autres dépendances, peut-être, à parler d'Elasticsearch et d'autres, ça va dépendre des services. Il y a 22 régions disponibles pour le moment et 3 ou 4 qui sont annoncées, dont Milan en Europe, dans le futur. Justement, j'avais encore une question sur les technologies sous le capot. On a parlé Cube, Kotlin, Python, Elasticsearch en back. Front-end, il y a des choses intéressantes côté front. Alors front-end, on a un développeur, donc c'est un freelance qui est assez spécialiste sur l'Angular, donc on utilise c'est assez à contre-courant, on va dire, aujourd'hui, avec toutes les technos qui sont plutôt Vue.js, React et compagnie, mais qui est assez éprouvé pour Angular. Un excellent développeur là-dessus, et puis on utilise après d'autres solutions pour pouvoir justement créer ces interfaces-là. Mais et donc juste S3 comme serveur web? Alors serveur web, ça tourne tout ça sur un container. Encore évidemment. Une fois. Voilà. Je crois qu'à partir du moment où on met le doigt dans les containers. Puis il reste tout de même on a toujours des restes en termes système, puisqu'on a une Nginx en frontale. Enfin bref, des choses. Le futur, justement, t'en parlais, sous 2 angles. Peut-être d'abord le futur de l'utilisation d'AWS. Qu'est-ce que vous aimeriez utiliser que vous n'utilisez pas aujourd'hui? Comment tu vois le développement de ce que vous utilisez dans AWS? Alors, aujourd'hui, on est assez bien fourni. AWS couvre quand même le principal des besoins pour les développeurs, surtout en termes de base de données, puisque les langages, au final... ils évoluent, les frameworks, mais tout est assez bien normalisé en termes de déploiement, ça c'est pas un souci. Maintenant on voit qu'il y a des services qui se créent chez AWS, il y a pas mal d'efforts qui sont mis chaque année pour pouvoir pousser de nouveaux services, et ces services, nous on le voit, de la part des développeurs, sont relativement plébiscités. Le but, c'est pour un Covery, en fait, c'est de pouvoir permettre de donner accès, en fait, à ces services pour les développeurs. Il faut que les développeurs puissent pouvoir y avoir accès de manière extrêmement simple. Et c'est là où on a certainement quelque chose à jouer en partenariat avec AWS. Bien sûr, pour faire cette couche d'abstraction au-dessus d'AWS et fournir la simplicité tout à fait. Pour les développeurs. Et le futur de Covery lui-même, comme tu l'as dit, vous êtes en early stage maintenant, vous êtes en train de lancer le produit. C'est quoi les grands prochains milestones? Les grands prochains milestones, là, on recrute donc pas mal d'anciens collègues de chez Criteo. Ça, c'est super important pour un produit assez ambitieux comme le nôtre. On a un objectif aussi de déploiement, de développement à l'international, donc passer pas mal de temps aux États-Unis.
Voilà, toutes les choses en fait classiques d'une startup d'aujourd'hui, on va dire, qui est sur des sujets cloud. Et si je suis développeur et que je veux essayer Covery aujourd'hui, c'est quoi l'étape ? C'est tout simplement souscrire en fait sur le site Covery.com. Covery.com. Qovery. Mais vous aurez le lien dans les notes du podcast, évidemment. Voilà, et puis vous recevrez un mail, et puis si vous êtes sélectionné, la chance d'être sélectionné, vous pouvez avoir accès au service de manière très simple. Bien, Romaric, merci d'avoir décrit ce qu'il y a sous le capot de Covery, et j'espère donner envie aux développeurs qui nous écoutent de tester votre service. Prochain rendez-vous du podcast AWS très bientôt. Merci de nous avoir écoutés, et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.